Donc, on va parler du concret. C'est parfait, les interventions qui ont précédé. Présente-toi, Michel. Je m'appelle Michel. Bonjour Michel. Je m'appelle Michel. Bon, bref. Michel de Seine. C'est quand même bête parce que je suis présidente d'un petit parti politique. Alors, évidemment, ici, je ne suis pas dans la majorité. N'est-ce pas? Puisque il est question de dépasser les partis, mais moi je continue à croire à la vertu d'un parti politique à partir du moment où il n'est pas tenu par ses exigences, des exigences électorales. Donc ce parti politique s'appelle le Parti de la démondialisation, alias Pardem. Voilà, je ne suis pas universitaire, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler dans une société coopérative ouvrière de production. Voilà. On va parler du concret. Le concret. On y était. Vous allez voir le concret du concret. Mais quoi, ça suffit? Si ça t'embête, tu peux me sortir pendant que je ne sais pas. C'est l'inverse. Oui. Donc, je vais commencer par. Je vais vous parler des services publics et de l'Union européenne. Et vous allez bien voir, et vous le savez en fait, par bribes, que finalement, l'Union européenne est le pire ennemi des services publics, des entreprises publiques, qu'elle a mis la main dessus, mais vous n'en avez peut-être pas une vision un peu plus générale, vous ne savez pas automatiquement par quel mécanisme, et tout ça est très concret, puisqu'on va finalement aboutir à la fin de mon intervention sur la réforme des retraites en cours, qui est un pur produit de l'Union européenne, ce qui n'exonère pas la responsabilité du gouvernement de la France. Hein? Ni Sarkozy quand c'était son temps, ni Hollande quand c'était son temps, et ni Macron aujourd'hui. Mais il faut essayer de voir un peu plus loin que le fait de virer le méchant Macron, parce que derrière le méchant Macron, si on est toujours dans le cadre de l'Union européenne, eh ben, on aura un gentil Tartampion qui deviendra méchant Tartampion en moins de 6 mois parce qu'il dira « Ah ben moi ça je peux pas, mais nous on peut pas » et machin et ça. Donc contexte. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler 3-4 choses. En 2007, Denis Kessler, éminent membre du numéro 2 du MEDEF, écrivait: le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Il est grand temps de le réformer. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Pourquoi je commence par ça? Parce que cet objectif est presque atteint déjà. Hélas, déjà presque, pas tout à fait, mais presque. Et qui est la première alliée, la première, je dirais, la locomotive d'une certaine manière de cette défaite? C'est l'Union européenne. Moi, je ne parle jamais d'Europe, je parle d'Union européenne. C'est de ça dont je parle, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas parler d'Europe par elle-même. Deuxième chose, nous sommes donc dans le cadre de cette structure supranationale qui s'appelle l'Union européenne, qui est constituée actuellement de 27 pays, et nous sommes dans le cadre du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a été adopté fielleusement, honteusement, par la représentation nationale, c'est-à-dire le Congrès, sénateurs, députés, à la suite du non au traité constitutionnel européen, où le peuple s'était exprimé, il avait dit non à 55% à peu près, et ça défrisait quand même sérieux velu du côté de l'Union européenne, et donc le traité de Lisbonne est venu remplacer le traité constitutionnel européen et il a été intégré à notre Constitution, titre 15 de la Constitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, factuellement, concrètement,
Notre Constitution indique que nous sommes sous la dépendance du traité de Lisbonne. Nous ne pouvons prendre aucune mesure, aucune. Je dis ça, j'insiste, parce que je connais tellement de gens formidables qui mettent en doute la nocivité de l'Union européenne, alors qu'il suffit d'ouvrir ses yeux, ses oreilles, de lire 3-4 machins, et on a tout. Donc, relisons la Constitution française, et voyons ce qu'il y a dedans. Eh bien, il y a le traité de Lisbonne, et il nous place sous dépendance du traité de Lisbonne. Nous ne pouvons pas aller contre, nous ne pouvons pas, notre Parlement, nulle part, personne en France ne peut prendre une mesure qui contrevient au traité de Lisbonne, c'est-à-dire à non seulement une logique néolibérale de la concurrence, mais également à l'ensemble du dispositif massif, multifacette de l'Union européenne, dont qu'on ignore si on n'est pas devenu un super spécialiste, et je ne sais même pas si un super spécialiste aujourd'hui peut expliquer de manière simple, compréhensible, en fait, comment tout ça fonctionne entre, pas seulement la Commission, le Parlement, mais la Cour de justice, mais le Comité des régions. Vous connaissez le Comité des régions? Oui. C'est formidable. Eh ben, le Comité des régions, il a un rôle clé. Hein. Il vient se prosterner. La Confédération européenne des syndicats, j'en parlais tout à l'heure. Bref. Donc, nous sommes dans ce cadre-là. Et nous avons en plus le gouvernement de Macron, qui est tout virevoltant. Il aime l'Union européenne. D'ailleurs, lors de sa première élection, vous vous souvenez sûrement, il est arrivé sur scène dans un décor magnifiquement bleu, avec les drapeaux et les étoiles de l'Union européenne. On aurait dit qu'on venait d'élire le chef de l'Union européenne. Pas du tout, c'était le président de la République française. Bon. Donc, nous sommes avec un président très docile à l'égard de l'Union européenne. L'Union européenne, en matière de services publics, comme en toute autre chose, elle prend son temps, elle ne lâche jamais rien. Il n'y a pas de retour, il peut y avoir des retards, mais jamais des retours. On a vu par exemple les retards avec la directive Bolkestein. Vous vous souvenez de la directive Bolkestein, hein, c'était en fait la directive service qui avait été appelée Bolkestein du nom d'un député ou européen, ou je ne sais pas qui, ou un commissaire, un commissaire européen. Bolkestein a été dénoncé, combattu dans plusieurs pays de l'Union européenne, en raison essentiellement, ce qui a été mis en avant, c'était l'affaire entre guillemets du plombier polonais, c'est-à-dire en fait le fait qu'on pouvait aller travailler dans tous les pays de l'Union européenne avec le droit de son pays d'origine. Traduction, dans un pays de l'Union européenne où le SMIC est à 400 € et que la protection sociale est réduite à très peu de choses, et une personne qui vient comme ça travailler en France et qui sera payée dans ces conditions-là, elle sera quoi? De la concurrence absolue pour le salariat français. Et ensuite, un mécanisme de dumping sur la protection sociale, etc. Bref, Bolkestein échoue au bout de 3 ans, tout le monde applaudit, mais finalement, la directive service qui a été apurée des éléments que je viens de citer. Et elle s'applique dans un silence absolu, retentissant. La directive service qui est adoptée, elle est adoptée y compris avec l'avis positif des organisations syndicales membres de la Confédération européenne des syndicats, de la gauche. Il suffit de lire, c'est tout écrit partout. Hein. Vous avez quand même les sources, parce que l'Union européenne a beaucoup de sites internet, et il y a toutes les sources, absolument, y compris ceux qui ont voté quoi, comment, machin, avec le Parlement, enfin.
Donc, l'Union européenne, elle ne l'a jamais rien, elle grignote pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tous les éléments qu'elle juge nécessaires pour nourrir son projet et son œuvre depuis sa création en 1957. Elle agit en continu et sans visibilité pour les citoyens, pour les organisations syndicales, qui ne vont pas chercher bien loin, les partis politiques de gauche, de droite, écologistes, d'extrême gauche, c'est pareil. Les associations, les ONG, tout ce que vous voulez, les comités de quartier. Personne ne s'intéresse à la démocratie locale, la démocratie participative. Personne ne s'intéresse à l'Union européenne, alors que tout le monde est en liberté conditionnelle et sous la surveillance de l'Union européenne. Bon, je n'ai pas le temps de tout voir. Donc, cette Union européenne qui agit en continu et sans visibilité, elle agit par un système d'étau et sur plusieurs fronts. D'une part, il y a les directives, il y a les recommandations, les EP, il y a les traités internationaux qui sont signés olé olé par l'Union européenne. Il y a évidemment tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les structures mêmes de l'Union européenne, qui n'ont rien de démocratique, ce ne sont pas les élus qui sont à la tête. Et puis, il y a évidemment les jeux des différents gouvernements qui sont en place. Alors, quand je dis étau, c'est que les services publics ont été attaqués par tous les bouts. Ils ont été attaqués par des directives. Ils sont attaqués d'abord par le traité de Lisbonne. Je ne vous ferai pas le tour aujourd'hui, mais révisé pour la prochaine fois. Vous verrez, c'est passionnant. Ils sont attaqués par les directives de l'Union européenne. Les directives, ça pleut en continu, qui fabriquent de la norme. Aussi, très important, la norme. C'est la nouvelle religion, c'est la norme. Et puis, qui fabrique, qui s'attaque par pan des services publics et des grandes entreprises publiques. Et ce sont d'abord les grandes entreprises publiques qui ont été visées par l'Union européenne parce qu'elles ont été considérées comme étant des monopoles. Et le monopole, c'est quand même pas bien dans le cadre d'un marché concurrentiel, etc. Prenons un exemple concret. EDF. Résultat, on l'a, EDF. Libéralisation de EDF, le résultat, on l'a aujourd'hui. Ok, EDF produit de l'électricité, de l'énergie, qu'il est condamné à vendre en dessous de son prix de revient à des concurrents voilà, et au nom de la concurrence libre et non faussée. Qui paye? Si ce n'est le consommateur, le citoyen français. D'accord? Les prix comptent. Ouais. Vous avez d'autres exemples. Ça a commencé par l'audiovisuel. Ça aussi, c'est passé relativement début des années 80. L'audiovisuel a fait partie des premières décisions de l'Union européenne de briser en fait le monopole. En France, il y avait l'ORTF. Et après, vous avez eu, par les directives européennes, vous avez eu l'ouverture de l'audiovisuel au marché. C'est là qu'on a vu arriver la 5 avec l'autre la 6, Canal+, et tout ça. Et tout le monde disait, waouh, c'est chouette, on a plein de chaînes, c'est vachement bien. On a une offre diversifiée. Même principe pour France Télécom,
qui a été éclaté dans tous les sens. Même principe pour le poste. Changement de statut de toutes ces structures. Mise en concurrence. EDF, je l'ai dit. La SNCF, c'est tout proche de nous, la SNCF. Et ici, encore plus proche, la RATP. La RATP, qui est quand même où est-ce qu'il est, Michel, la RATP, je connais bien. Voilà. On a donc adopté, ils ont en même temps adopté, donc en 2009, la fameuse nouvelle directive service qui ouvre là à la concurrence l'ensemble des services. De tous les services en réalité, excepté quelques-uns dont j'en parlerai plus tard parce qu'ils sont considérés comme des services protégés, services d'intérêt général, en fait, des services à la personne ou même des activités régies par le bénévolat. Alors, évidemment, il n'y a pas de pognon à se faire. Donc, la plupart des services donc, sont concernés, la notion de service public est éclatée, en fait elle devient multipolaire. La notion de service public n'a pas été reconnue par l'Union européenne comme un ensemble, comme nous on dit nos services publics. Quand on dit ici en France nos services publics, on pense à, je sais pas, la médiathèque, l'école, l'hôpital public. C'est une notion qui n'est pas retenue par l'Union européenne parce que c'est une spécificité française. Donc, en réalité, maintenant, l'Union européenne ne parle de services publics qu'à travers les services d'intérêt général. Le reste, ce sont des services d'intérêt économique général et ils ne sont pas considérés comme pouvant se déployer en dehors de la concurrence. Les réformes succès. Alors, la plupart des services. Je prends un exemple, la loi HPST de Bachelot, la loi Hôpital Patient Santé Territoire de Roselyne Bachelot, qui a une responsabilité flagrante, enfin flagrante, qui devrait être flagrante dans ce qui est arrivé à l'hôpital public. Eh bien, c'est une transposition partielle de la directive service opérée par la France. La France a refusé, le gouvernement français de l'époque avait la trouille d'une nouvelle levée de bouclier comme il y avait eu contre Bolkestein, et donc ils n'ont pas transposé la directive service en entier. Il y a d'ailleurs un excellent rapport du Sénat qui est toujours publié, où c'est écrit noir sur blanc. Il ne faut surtout pas transposer d'un bloc, parce que si on transpose d'un bloc, ils vont tous s'exciter. Non, on va faire morceau par morceau. On prend notre temps. Et donc, HPST, c'est ça, mais qui ne dit pas que c'est une transposition. L'arsenal, un autre exemple, les retraites, les réformes sur les retraites. C'est ça, ce sont des directives successives. Je peux vous lire. Je ne vois pas trop pas longtemps dès que je trouve mon papier. Ouais, j'ai une minute. Bon, ben alors, je savais que j'aurais pas le temps. C'est un gag de me demander un truc comme ça en 20 minutes. Hollande, extrait de la recommandation de l'Union européenne à la France en mai 2015. Mai 2015, ok ? Sur les recommandations qui sont donc envoyées au gouvernement français. Réviser le cadre juridique régissant les contrats de travail pourrait aider à réduire la segmentation. Les réformes menées récemment en France n'ont donné aux employeurs que peu de possibilités. Écoutez bien, c'est écrit, bordel. C'est l'Union européenne qui l'écrit. Si un mec de gauche, une nana de gauche me dit qu'elle est pour l'Union européenne après, là, moi, je vous assure, je veux faire ma chronique. Pour déroger aux accords de branche. Cela limite la capacité des entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins.
il conviendrait d'accorder aux branches et aux entreprises la possibilité de déterminer de manière flexible, au cas par cas, et après négociation avec les partenaires sociaux, s'il y a lieu de déroger à la durée légale du travail de 35 heures. C'est écrit aussi. Par semaine. La loi portant création des accords de maintien de l'emploi n'a pas produit les résultats escomptés. Très peu d'entreprises ont fait usage des nouveaux dispositifs permettant un assouplissement des conditions de travail dans le cadre d'accords d'entreprise. Ce dispositif devrait être revu afin de donner plus de latitude aux entreprises pour adapter les salaires et le temps de travail à leur situation économique. Nous sommes en mai 2015. La loi travail de Hollande est promulguée comme en 2007. Et si vous regardez toutes les recommandations chaque année du mois de mai, vous y trouvez le programme de notre gouvernement. Et c'est la même chose pour les retraites. Je ne peux pas vous dire. C'est quand même dommage, mais c'est tout écrit. Voilà. Ici, quand même. On ne peut pas se quitter ça. C'est pas possible. En France, le système actuel de retraite est complexe, c'était en 2022, du fait de la coexistence de plus de 40 régimes qui s'appliquent à des catégories de travailleurs différentes et fonctionnent selon des règles qui leur sont propres. Selon les données d'Eurostat, le ratio des dépenses publiques de retraite au PIB en France s'établissait à 14,6 en 2019, ce qui en fait le troisième plus élevé de l'Union. Ce niveau élevé est lié à un ratio de substitution, c'est-à-dire à la retraite, la pension de retraite, relativement élevé à l'espérance de vie, à un âge effectif de départ à la retraite relativement bas, 62 ans. Bref, je vous passe tout un paquet. Et donc, on nous dit que en 2018, le gouvernement français a entamé un processus de réforme visant à uniformiser les règles des multiples régimes de retraite. La réforme a été interrompue par le Covid. Lors de la présentation des objectifs du plan pour la reprise et la résilience de la France, le gouvernement a confirmé son engagement à mener une réforme ambitieuse du système de retraite afin d'en améliorer l'équité et la viabilité. Nous sommes, quand il dit ça, en mai 2022. Rappelez-moi quand est-ce qu'a été élu Macron. Et mise en œuvre. Et ça, on peut le faire sur la réforme de l'indemnité chômage. La prochaine qui arrive là, c'est l'éducation. La création de l'agence France Travail à la place de, je ne sais plus, avant c'était Pôle emploi. La réforme très lourde que va subir l'enseignement professionnel. Les lycées professionnels qui vont disparaître, etc. J'arrête. Vous en avez beaucoup. Merci à tous.